Le 17 mars 2023, vendredi prochain notamment, les différents chefs d'État de la CEMAC se donneront rendez-vous pour la passation de service entre le président camerounais Paul Biya et le président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. En tout cas, ce sera dans le cadre du 15e sommet des chefs d'État. La crypto-monnaie sera-t-elle une réponse au franc CFA qui continue de faire partie des questions épineuses que les panafricanistes engagés se posent? Eh bien, c'est l'une des questions principales que l'on se pose également sur ce plateau. Sachant que plusieurs fois, le projet franc CFA a voulu être avorté et remplacé par une toute autre monnaie. C'était l'écho. Ensuite, une autre écho. Va-t-on vers la fin du franc CFA après ce 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC? Va-t-on au moins envisager quelque chose? Selon des indiscrétions, on parle d'évolution. Mais que veut dire l'évolution du franc CFA selon les différents chefs d'État de la CEMAC? On en parle également avec notre invité dans le cadre de cette émission Regard panafricain. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau et mon invité n'est nul autre que le docteur Sango. Il est internationaliste et politologue. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir Madame Cassandra et bonsoir à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir. On démarre les échanges juste après cette transition. Merci à tous de nous regarder sur nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube, For You Media Africa, de nous écouter également sur la 96.3 FM For You Radio. Un programme d'ailleurs que vous retrouverez sur les antennes de notre télévision For You Télé. Merci à tous d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver. Votre fidélité, elle nous fait du bien et nous encourage. Docteur Sango, vous êtes l'invité de cette émission et sous votre regard panafricain, nous posons donc quelques questionnements, notamment les crypto-monnaies vont-elles être une réponse au franc CFA? Cette question que nombre de panafricanistes se posent. Quand va-t-on se séparer de cette monnaie esclavagiste, pour emprunter certains propos de plusieurs économistes panafricanistes? Les chefs d'État se réunissent le 17 mars prochain et dans la lettre qui parle de cette réunion, eh bien, on évoque à plusieurs reprises le terme évolution. Évolution de quoi? Du franc CFA. À quoi cela peut-il renvoyer, docteur Sango, lorsqu'on se rappelle des propos d'Emmanuel Macron le 27 février 2023, notamment, si je ne me trompe pas, avant sa visite en Afrique dans certains pays comme le Gabon ou encore l'Angola et puis la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Celui-ci annonçait déjà des avancements et des réformes du franc CFA et disait d'ailleurs qu'il avait déjà donné les cartes. Il avait laissé les cartes entre les mains des différents chefs d'État et gouvernants de la CEMAC et puis de l'UEMOA si jamais il voulait faire évoluer la monnaie franc CFA vers une monnaie unique, docteur Sango. Faut-il faire le lien? Écoutez, avant de répondre à cette question très complexe que vous posez sur la table et très importante, oui. Il importe de faire un détour historique pour dire que de l'UDEAC en 1964 à la CEMAC en 1994, oui. L'objectif maximaliste de cette sous-région était de créer un espace intégré qui se manifeste par la libre circulation, par un marché économique, par l'union douanière. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui, plusieurs années après, on se rend bel et bien compte que cet objectif-là n'a pas été atteint parce qu'aujourd'hui, la CEMAC n'est ni une zone de libre-échange, encore moins un marché commun, pour ne pas dire une union politique et monétaire. Parce qu'il faut le dire que du point de vue technique et d'après Balassa, le processus d'intégration passe par 5 étapes.
nous avons l'étape du processus de la libre circulation, nous avons l'étape de l'union douanière, l'étape du marché commun, l'étape du marché unique et enfin la dernière étape qui est l'étape de l'union monétaire et politique. Vous voyez donc que lorsqu'on appréhende la CEMAC sous le prisme de ces 5 étapes techniques du processus normal de l'intégration, on a du mal à situer la CEMAC. Où se trouve la CEMAC dans ces 3 étapes-là? La CEMAC n'est ni une union douanière aujourd'hui. La CEMAC n'a pas un marché commun au sens strict du terme. Et la CEMAC n'est pas une union politique et monétaire. Ça veut dire qu'en réalité, il existe un certain nombre de pesanteurs qui, du point de vue congénital de cette organisation ou de cette sous-région, n'est-ce pas ici, annihilent ce processus d'intégration. Parmi ces pesanteurs-là, il y en a de 2 ordres. Nous avons les pesanteurs d'ordre géopolitique et nous avons les pesanteurs d'ordre économique. Ces pesanteurs d'ordre économique qui vont nous permettre donc de répondre à cette problématique complexe que vous posez sur la table ce soir. Les pesanteurs d'ordre géopolitique tiennent, n'est-ce pas ici, du fait que cette zone de la CEMAC fait partie intégrante de ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Et le golfe de Guinée, du point de vue géostratégique et géopolitique, se présente aujourd'hui comme un théâtre d'opérationnalisation et d'opérationnalité des grandes puissances. C'est-à-dire les grandes puissances occidentales aujourd'hui utilisent le golfe de Guinée comme un haut lieu où ils s'affrontent, justement à cause des intérêts, justement à cause des richesses que regorge, n'est-ce pas, cette sous-région du golfe de Guinée, et à cause également de la position stratégique. Parce que le golfe de Guinée a ceci de particulier qu'il se trouve au centre de l'Afrique. Lorsque vous êtes au golfe de Guinée, vous êtes pratiquement au centre de l'Afrique et cette position vous permet de contrôler tout le reste de l'Afrique. À côté donc de cette pesanteur géopolitique qu'est le golfe de Guinée et qui se livre comme un théâtre d'affrontement des grandes puissances, il faut également mettre en exergue les velléités, n'est-ce pas, souverainistes pour dire que les États de la CEMAC n'ont pas en réalité la mentalité du processus d'intégration. Parce que l'intégration, avant d'être un processus politique économique sur le terrain, est avant tout une mentalité, un comportement. Parce que avant de vous mettre ensemble, il faut que vous soyez d'accord. Il faut que vous soyez sincères. Okay. Vous voyez donc que sur le plan donc de la manifestation du processus de l'intégration, on voit bel et bien que les États qui forment cette sous-région-là ne sont pas sincères, n'ont pas la mentalité intégrationniste. Parce qu'on voit bel et bien que, alors qu'il existe d'un côté certains États qui font l'effort, d'accord, d'implémenter ce processus-là, à l'instar des pays comme le Cameroun par exemple, oui. On voit de l'autre côté qu'il existe d'autres pays qui sont entre guillemets des mauvais élèves de l'intégration. Ce n'est pas le lieu ici de mettre en exergue les comportements et les habitudes que nous avons observés tout au long de cette année concernant, n'est-ce pas, ce processus d'intégration, mais aussi durant les années passées. On a vu comment la République équato-guinéenne a procédé, n'est-ce pas, au rapatriement des compatriotes de la CEMAC, de la sous-région du CEMAC, oui. Des compatriotes camerounais, gabonais, etc., etc. C'est une action qui montre en réalité que un pays comme la Guinée équatoriale n'est pas encore prêt à accepter que la sous-région CEMAC se cloisonne, que la sous-région CEMAC devienne en quelque sorte une véritable zone où les populations peuvent aller et venir n'importe comment. Et vous savez que ce pays de la Guinée équatoriale également, à un certain moment donné, avait menacé de construire un pont. Vous voyez, dans un contexte où on veut construire, on veut construire, n'est-ce pas ici, des passerelles. Vous voyez des pays qui se lèvent pour construire des barrières. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc le deuxième problème, la deuxième pesanteur géopolitique est ce problème de la mentalité, ce problème de la jalousie
des souverainetés des pays de la CEMAC. Les pays de la CEMAC restent encore jaloux de leur souveraineté. Et troisième et dernier élément des pesanteurs géopolitiques, nous avons le problème de leadership. Ce problème également pèse à l'intérieur de la CEMAC. Pour dire que du point de vue naturel, ainsi le Cameroun s'est toujours positionné comme le leader, voire naturel de cette sous-région. Cette position, à la faveur de la découverte de ce qu'on a appelé les pétrodollars du côté de la Guinée équatoriale, mais aussi et surtout du côté du Gabon, a fait en sorte que la position de leadership du Cameroun soit désormais querellée et querellable. Ce qui fait que le président équato-guinéen, par exemple, n'arrive plus à accepter le fait que le Cameroun soit le leader naturel de la sous-région. Donc, cet élément également est un problème dans la mesure où ça ne favorise pas le processus d'intégration sur le terrain. Voilà donc quelques éléments qui constituent les pesanteurs géopolitiques. Et à côté des pesanteurs géopolitiques, bien entendu, il existe des pesanteurs géoéconomiques et géocommerciales. Et c'est à partir de là qu'on peut maintenant implémenter ou alors analyser le problème de la monnaie que vous posez aujourd'hui sur la table. Concernant les pesanteurs géoéconomiques, nous avons le problème de la dépendance, premièrement le problème de la dépendance pétrolière de ces pays de la zone CEMAC. Vous allez vous rendre compte que, à l'exception du Cameroun, qui a en quelque sorte une économie diversifiée, les autres pays de la CEMAC ont une économie essentiellement fondée sur le pétrole. Et cette situation handicape le processus d'intégration où les États ont plus besoin des économies diversifiées qui vont créer ce qu'on appelle en macroéconomie les économies d'échelle. C'est-à-dire ces économies d'échelle qui vont faire en sorte que les populations interéchangent. Parce qu'à partir du moment où vous avez les mêmes activités économiques, vous avez les mêmes matières productives, vous allez échanger comment? Donc, il faut diversifier ces activités économiques pour que l'inter-échange soit perceptible. Et bien entendu, le problème d'industrialisation. Les pays de la CEMAC ont ce problème d'industrialisation qui pèse sur leur tête. Ce ne sont pas des pays industrialisés, ce ne sont pas des pays qui ont un environnement d'affaires aussi apaisé. Ce problème d'environnement d'affaires se manifeste et se caractérise par le fait que lorsque vous arrivez par exemple dans un pays comme le Cameroun, on va vous dire que en 48 heures, vous pouvez créer une entreprise. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, il est clair que cette position-là, ce principe-là, cette information-là ne peut pas se matérialiser. La corruption également qui se caractérise dans cette sous-région fait en sorte que les investisseurs directs étrangers, c'est-à-dire les investisseurs, ont du mal à choisir la CEMAC comme une destination pour les investissements. Et le dernier élément de géoéconomique comme pesanteur, c'est le problème, le sempiternel problème de la monnaie, le franc CFA. Tous les pays qui constituent aujourd'hui cette zone du franc de la CEMAC, ils sont 6, sont des pays qui utilisent une monnaie coloniale, une monnaie impérialiste, une monnaie d'oppression qu'est le franc CFA. Parce qu'il faut le dire, cette monnaie-là aujourd'hui est plus un mal pour les pays africains parce que ce n'est pas un instrument qui peut permettre aux pays africains de se développer compte tenu du contexte et de l'enjeu qui entoure cette monnaie-là. Vous savez que cette monnaie-là avait été créée à l'époque coloniale par la France pour gérer ses ex-colonies, ses anciennes colonies. Et la colonisation, disent-ils, a été abolie. Nous ne sommes plus à l'époque de la colonisation. Mais paradoxalement, cette monnaie continue de fonctionner. Cette monnaie continue d'être éditée au niveau de la France et transportée au niveau des pays africains. Vous voyez donc que lorsqu'on parle de développement,
lorsqu'on parle d'industrialisation, lorsqu'on parle du processus d'intégration, la monnaie occupe une place importante. Parce que l'intégration, avant d'être politique, est d'abord économique. Si c'est le politique qui fixe le cap, c'est l'économique qui matérialise cette intégration sur le terrain. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit ce sommet qui est en train de filer à l'horizon le 17 mars et où nous sommes encore en train de subordorer parce qu'il n'est pas sûr que ce problème sera mis sur la table. Nous sommes tout simplement en train de faire des analyses. Il se pose de plus en plus le problème de cette monnaie-là, où les présidents de cette sous-région vont tabler pour voir si cette monnaie-là mérite encore d'être acceptée, mérite encore d'être utilisée dans un contexte marqué par la volonté des pays africains à revêtir leur souveraineté. Vous savez que ce sommet-là est en train de se positionner juste après le passage du président Emmanuel Macron, oui, qui est le président de la France et qui, pendant plusieurs années, dans plusieurs de ses discours, a toujours jeté la responsabilité de la réforme du franc CFA au président africain. Mais il faut dire ici que nous sommes en politique et nous sommes ici dans une situation où il faut prendre avec beaucoup de pincettes les propos d'Emmanuel Macron. Il n'en est rien. Emmanuel Macron ne peut pas dire que la solution de la réforme du franc CFA appartient au président africain. Il est en train de mentir, entre guillemets. Je le répète en tant que président français. Mais ce propos-là est loin d'être un propos véridique. Parce qu'en réalité, il y a tout un mécanisme qui accompagne, n'est-ce pas, cette réforme-là. Vous savez que ce franc CFA-là, ce qui le caractérise encore une fois de plus, et ce qui m'a encore montré une fois de plus l'une de ses limites, c'est que ce franc CFA-là est utilisé dans deux sous-régions en Afrique aujourd'hui. Nous avons l'Afrique de l'Ouest qui utilise un franc CFA qui n'est pas interchangeable avec le franc CFA de l'Afrique centrale. Et du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu cette évolution, cette réforme, cette tentative de réforme de ce franc CFA, mais ça a échoué parce qu'en réalité, les mécanismes étaient pilotés à partir de la France. Si aujourd'hui, du côté de la CEMAC, on nous parle de réforme juste après le passage d'Emmanuel Macron et fondamentalement de son discours qu'il a tenu au Gabon, en laissant croire qu'il est important qu'on réforme le franc en CFA, il faut dire que cette évolution-là, elle ne doit pas se faire sous cet angle-là, sous ce schéma-là. Sous quel schéma? Celui de la monnaie unique? Le schéma de l'évolution. On ne doit pas parler de l'évolution. Oui. D'accord? Oui. On doit parler de la suppression du franc CFA. On doit sortir du franc CFA. Lorsqu'on parle d'évolution, cela montre par voie de conséquence qu'en réalité, on veut tout simplement changer de coque, mais la substance restera la même. C'est ce changement de coque qu'on a vécu au niveau de la région de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO, où certains pays ont compris qu'en réalité, ce n'était pas une réforme, c'était un changement de coque. Et aujourd'hui, ce projet-là est dans les tiroirs. Ce projet-là n'a pas prospéré parce que les pays n'ont pas adhéré totalement à ce projet-là. Et il faut dire, puisque nous sommes en train de faire des analyses pour éclairer nos téléspectateurs, que lorsque vous êtes en communauté, lorsque vous êtes dans une sous-région, dans un processus d'intégration, l'un des éléments qui vous caractérise, c'est que les décisions se prennent par consensus. D'accord? Lorsqu'il y a un projet pareil, il faudrait que tous les États qui composent cette sous-région donnent leur accord. À partir du moment où un État n'est pas d'accord, le projet ne peut pas passer. C'est ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO avec le projet de l'ECO. Donc, c'est ce raisonnement-là que je veux, n'est-ce pas, ici, transposer au niveau de la CEMAC pour dire que nous n'avons pas besoin de ce genre de projet. Ce dont les pays africains, les pays de la CEMAC ont besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une monnaie communautaire à cette sous-région qui leur est propre.
une monnaie souveraine qui n'a rien à voir avec le franc CFA. Et aujourd'hui, on voit que dans cette sous-région-là, nous avons un pays qui a impulsé une dynamique de libération de son pays et qui est en train d'expérimenter une monnaie, une façon de penser la monnaie, qui n'est rien d'autre que vous avez parlé de la crypto-monnaie. Oui. Aujourd'hui, c'est en train de marcher du côté de la RCA, pour ne pas le nommer. Donc, je pense que cette expérience de la RCA aujourd'hui peut faire tache d'huile au niveau des autres pays de l'Afrique centrale, pour que ces pays-là s'orientent vers ce projet-là, ces pays-là implémentent ce projet qui est déjà implémenté par Faustin Archange Touadéra, pour qu'au finish, il se libère du carcan du franc CFA. Parce que le franc CFA, c'est un élément qui tient les pays africains aujourd'hui. C'est un élément par lequel la France continue à être présente, du moins de manière officielle, de manière physique encore aujourd'hui en Afrique. Or, lorsque nous demandons la libération du continent africain, lorsque nous demandons aux pays africains de revendiquer, de prendre en main leur souveraineté, il est clair que cette souveraineté-là doit passer par la sortie du franc CFA, parce qu'il est important de couper tous les liens qui tiennent encore les pays africains envers la métropole française. Merci Dr Songo pour ce premier jet. Eh bien, vous êtes suffisamment revenu sur sur cette sortie du franc CFA, mais également sur l'importance de celle-ci. Je n'oublierai pas aussi les problèmes causés par le franc CFA sur le territoire africain, que vous avez tout de même essayé de balayer d'un revers de la main. Dr Songo, nous parlons de la passation de service, ou alors la passation de témoins entre le président camerounais Paul Biya et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui certainement sera de la partie le 17 mars prochain. Aujourd'hui, avec le Sango Coin, vous le disiez tout à l'heure, la République centrafricaine a essayé d'impulser quelque chose de nouveau, une certaine dynamique dans la sous-région, mais surtout sur son territoire centrafricain. Est-ce que vous pensez au problème franc CFA qui peine à trouver justement des solutions, ou encore qui peine à trouver des alternatives pour contourner ce franc CFA, ou encore mieux, je dirais, le supprimer? La question, ou alors l'adoption des crypto-monnaies dans les différents pays de la CEMAC pourrait être une solution, ou alors un premier pas? Ça pourrait être une solution. Au-delà d'être un premier pas, ça pourrait être une solution. Il faut dire que ce sommet du 17 mars est un sommet qui est parsemé de plusieurs enjeux. Et l'un de ces enjeux-là est évidemment la passation de pouvoir. Parce qu'il faut le dire que au sein de cette organisation-là, le poste de président est généralement rotatif. Et si on s'en tient au principe alphabétique qui caractérise généralement cette rotation-là, c'est au président centrafricain que reviendra la responsabilité de porter, n'est-ce pas, ce poste-là durant les 2 prochaines années, voire les 3 prochaines années. Donc, ça sera également l'occasion pour le président Paul Biya. Parce que vous savez que le président Paul Biya, en devenant président de la CEMAC, avait un cahier de charges. Et l'un des chantiers sur lequel le président Paul Biya devait travailler était généralement le chantier de la rationalisation des serres dans cette sous-région de l'Afrique centrale, où il fallait, n'est-ce pas ici, rationaliser la CEMAC et la CEAC à l'effet de créer une organisation d'intégration sous-régionale solide, pour ne pas disperser les énergies. Donc, je pense que le 17 mars prochain, du côté de Yaoundé, l'évaluation de ce projet-là sera faite. Donc, il y aura, n'est-ce pas, l'évaluation de la situation macroéconomique et fondamentalement de ce projet de la rationalisation. Où le président Paul Biya va dire à ses pairs où est-ce que nous en sommes avec ce projet-là.
Donc, moi, je pense que aujourd'hui, avec cette coïncidence, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'est une chance, avec la passation de ce pouvoir-là qui doit aller entre les mains de Faustin Archange Touadéra, il ressort donc du point de vue de la réelle politique, le professeur Faustin Archange Touadéra aujourd'hui a déjà commencé un processus d'expérimentation de cette situation de la monnaie. Oui. Et comme je vous ai dit, à chaque président, chaque réalité, à chaque président, chaque projet. Oui. Donc, le projet de Archange Touadéra aujourd'hui semble être le projet économique, le projet de la réforme du franc CFA. Et je pense que c'est sur ce projet-là que on va remettre le cahier de charges au professeur Archange Touadéra aujourd'hui. Parce qu'il a commencé cette expérimentation et il sera question pour lui de le parachever à l'ensemble, n'est-ce pas, des autres pays de la CEMAC. Mais j'ai bien peur d'une seule chose. Laquelle? La chose dont la chose qui me fait peur, c'est quoi? C'est que lorsqu'on voit la mentalité qui entoure ces États membres de la CEMAC, cette mentalité-là ne me rassure pas, parce que les États de la CEMAC ont toujours brillé par la dispersion, la divergence des voix. Lorsqu'il y a eu par exemple le problème des APE, les accords de partenariat économique, vous savez que cette sous-région n'a pas parlé avec unanimité et univocité. Cette sous-région est allée en voie dispersée. Et vous pensez que pour la question du franc CFA, le Cameroun était allé seul, en vase clos. Or, dans un contexte marqué par la mondialisation et la globalisation des échanges aujourd'hui, et j'ai toujours l'habitude de le réitérer ici, il n'est plus question pour un État d'avancer, d'évoluer en vase clos. Il est important que les régionalismes se renforcent. Il est important que les États apprennent à parler, à procéder par régionalisme. Il n'y a que les Africains qui ne l'ont pas encore compris, parce que les autres l'ont compris. Les pays comme les États-Unis, les pays comme les pays européens ont compris que la mondialisation génère des effets pervers très élevés qu'il faut affronter étant ensemble. Mais quand on voit l'Afrique aujourd'hui, il y a certes cette intention, cette formalisation, cette structuration de l'Afrique en sous-région, mais j'ai envie de dire qu'il s'agit des sous-régions vides, il s'agit des coquilles vides qui ne font pas ce qu'elles doivent faire. Une sous-région comme la CEMAC aujourd'hui a toutes les potentialités, que ce soit du point de vue naturel, que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue politique, pour se développer et pour s'imposer comme puissance dans le commerce mondial. Mais on voit comment les pays, malheureusement comment les pays sont encore au niveau des revendications personnelles, des revendications égoïstes, des revendications qui ne mènent nulle part. C'est pourquoi moi je reste pessimiste. Même si ce projet est un projet salvateur, est un projet qu'on doit encourager, moi je reste pessimiste compte tenu de ce que ces États-là nous ont longtemps montré face à certaines problématiques majeures qui les ont caractérisées. Donc moi j'ai peur aujourd'hui que les pays comme, pour ne pas les citer, il faut les pays comme la Guinée équatoriale, les pays comme le Gabon, qui se sont toujours présentés comme les mauvais élèves de la CEMAC, n'accompagnent pas ce projet de la réforme ou ce projet, n'est-ce pas, de la sortie du franc CFA, qui reste un projet aujourd'hui incontournable pour la libération, mais aussi et surtout pour le développement des pays africains et fondamentalement de la sous-région de la CEMAC, qui piétine encore malgré le potentiel économique, malgré les richesses naturelles, malgré l'attractivité que cette région révèle aux yeux du monde.
À vous entendre parler, docteur Sango, on dirait bien que c'est peine perdue de penser ou de vouloir espérer qu'il y aurait au moins un pied dehors pour cette monnaie qu'est le franc CFA aujourd'hui en Afrique et notamment dans les pays de la sous-région, de la CEMAC et même de la CEDEAO, même si ce n'est pas totalement la même chose. Aujourd'hui, on parle de cette République centrafricaine qui a décidé de s'accrocher, a décidé de croire et de rêver en ce projet qu'est la crypto-monnaie et qui a décidé de mettre sur pied le Sango Coin pour détourner ou alors contourner, disons-le ainsi, aussi bien les chantages des bailleurs de fonds, mais également les différents returns qui sont souvent imposés. Alors, s'il fallait penser que l'arrivée du président Faustin Archange-Touadéra regorgeait de plusieurs enjeux, notamment celle qui pourrait être comme un pont pour sortir totalement de cette question du franc CFA, il faudrait certainement faire l'état des lieux. Tout d'abord, sur le plan des crypto-monnaies du côté de la République centrafricaine. Maintenant, faire l'état des lieux également au sein de l'Afrique, en se demandant est-ce que c'est une monnaie qui ouvre totalement, bien sûr, la voie aux affaires, aux différents échanges commerciaux et même aux gros achats, mais aussi à une certaine confiance, aussi bien des États que des petites gens, disons-le ainsi. Écoutez, il est toujours important de faire un état des lieux, de faire des analyses lorsqu'on veut s'engager dans un projet, lorsqu'on veut se lancer dans une initiative. Il est toujours important de peser le pour et le contre. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui le problème du franc CFA aujourd'hui, moi je pense que c'est une urgence aujourd'hui de sortir, même s'il faut s'agripper n'importe où. C'est à peu près comme un enfant qui est en train de se noyer, mais qui a par exemple un arbre qui a des piquants là, le seul arbre qui peut le sauver, il est obligé de s'agripper là pour se sauver. Parce que s'il ne s'agrippe pas sur cet arbre là, il va être noyé. C'est un peu dans cette situation là que se trouvent les pays africains aujourd'hui. Il faut automatiquement sortir du franc CFA. Maintenant, moi j'admire, n'est-ce pas, la prudence que vous mettez sur la table aujourd'hui pour faire l'état des lieux et voir si cette expérimentation qui avait déjà commencé ou qui a commencé du côté de la RCA aujourd'hui porte des fruits. Et moi je pense que la RCA aujourd'hui est au niveau de ses premières années d'expérimentation. On ne peut pas lancer un projet et attendre les fruits de ce projet-là rapidement, aussitôt. Il faut attendre, n'est-ce pas? Il faut un peu donner du temps pour voir si le projet qu'on a lancé peut, n'est-ce pas, donner des fruits. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important de donner du temps au professeur Archange Touadéra. Parce que ce qui est sûr, il n'existe pas d'initiative, il n'existe pas de projet sans obstacle. Ok? Il y a toujours des obstacles dans toute chose que l'on puisse faire. Il y aura toujours des obstacles. Maintenant, l'intelligence de l'homme voudrait tout simplement que l'homme cherche des stratégies pour contourner ou alors pour remonter ces obstacles-là. C'est ça qu'on appelle la gouvernance, la stratégie de l'homme. Ce qui est sûr, on ne peut pas avoir un monde où il n'y aura pas de problème. Un monde où il n'y aura pas d'obstacle. Même si aujourd'hui, les pays africains réussissent à matérialiser le projet panafricaniste de l'unité du continent, ce qui est sûr, à l'intérieur de cette unité-là, il y aura d'autres problèmes qui vont naître et auxquels les pays et le continent africain ou l'État africain sera confronté. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est urgent pour les pays de la CEMAC et même les pays de l'Afrique tout entière de sortir de cette dépendance financière, de sortir de cette dépendance monétaire. Parce que lorsque vous n'avez pas la souveraineté monétaire, lorsque vous n'avez pas la souveraineté budgétaire, vous ne pouvez rien faire en matière de développement. Je prends toujours un exemple pour montrer comment le développement des pays africains a été asphyxié par ce problème du franc CFA. Je prends toujours l'exemple du commerce mondial aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit que l'Afrique représente près de
1,5% au niveau du commerce mondial. C'est-à-dire les 54 pays africains, 1,5%, à peine 2% au niveau du commerce mondial. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il ne s'agit pas des 54 pays africains. Nous avons près de 15 pays africains qui n'existent pas au niveau du commerce mondial. Les pays qui utilisent le franc CFA n'existent pas sur le plan mondial. Parce qu'à partir du moment où vous êtes sur le cargan du franc CFA, lorsque vous voulez vendre votre banane, vous voulez vendre votre bois, vous voulez vendre votre or, encore moins votre cuivre, Oui. c'est la France qui prend ce cuivre-là et qui vous représente au niveau du marché international. C'est la France qui fixe le prix et c'est la même France qui vient vous redonner la moitié de ce prix après avoir coupé une partie qu'elle va aller mettre dans le trésor français avant de vous remettre ça, de vous rétrocéder ça sous forme des aides, sous forme des subventions. Voilà le mécanisme mafieux qui caractérise le franc CFA aujourd'hui. Vous pouvez imaginer que vous êtes dépositaire des matières premières. Vous avez votre marchandise. C'est quelqu'un d'autre qui vient prendre votre marchandise, qui part vous la vendre et qui vient vous dire à combien il a vendu cette marchandise. C'est la même personne qui décide de combien elle doit te donner. Mais il n'y a pas plus esclavage, il n'y a pas plus impérialisme, plus colonisation que cet élément-là. Vous voyez qu'au 21e siècle aujourd'hui, c'est l'une des velléités coloniales la plus atroce qui existe encore et pour laquelle les pays africains doivent travailler pour en sortir. Vous voyez donc à partir de cette situation-là, à partir de ce que je viens de vous expliquer là, c'est donc une urgence pour les pays africains aujourd'hui de sortir et d'embrasser le Bitcoin comme le fait le président Faustin Archange Touadéra aujourd'hui. Parce qu'avec le Bitcoin au moins, on a la possibilité de contrôler la richesse, ces richesses naturelles, ces matières premières. On a la possibilité d'exister dans le commerce mondial. On a la possibilité de vendre, d'exploiter nos matières premières en contrôlant les prix, en contrôlant les recettes et la plus-value. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les pays africains ne vont jamais se développer s'ils n'ont pas le contrôle sur leurs matières premières, le contrôle sur leurs ressources naturelles. Et ces matières premières, ces ressources naturelles se vendent où? Se vendent au niveau du commerce mondial, se vendent à l'international. Mais si à l'international, où vous devez être présent, où vous devez amener vos ressources naturelles, vos matières premières, vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un d'autre qui va vous représenter, il est clair que votre développement est enterré de manière éternelle. Il est clair que vous ne vous développerez jamais. Voilà le franc CFA. Donc lorsque vous posez ce problème sur la table, c'est un problème qu'on doit, c'est-à-dire analyser et interpeller les présidents africains qui ont à terme la décision politique, parce que c'est eux qui dirigent les destinées des peuples. L'intérêt du continent africain aujourd'hui, c'est de sortir du franc CFA. L'intérêt du continent africain aujourd'hui, c'est d'avoir la souveraineté monétaire, du moins du reste de quelques pays africains, parce que nous avons des pays africains qui ont leur monnaie. Nous avons le Nigeria qui a sa monnaie, nous avons le Ghana qui a sa monnaie, nous avons la Tunisie, l'Algérie qui ont leur monnaie et qui s'en sortent plutôt bien. Les pays africains qui sont encore dans ce cargan du franc CFA peuvent s'en inspirer et voir que le chemin de la libération n'est pas de rester dans le franc CFA. Le chemin de la libération passe par la sortie du franc CFA, où ces États vont définir une autre stratégie, une autre méthode monétaire, une autre méthode budgétaire qui cette fois-ci tiendra en compte les intérêts du peuple africain, les intérêts de ces États africains.
Et le président Faustin Archange Touadéra qui pourrait certainement impulser également le projet ou alors les crypto-monnaies lors de sa mandature, appelons ça ainsi, pourrait se baser également sur peut-être les réussites sur son territoire en ce qui concerne les investissements et achats ou encore ventes du côté de la République centrafricaine. Mais maintenant, est-ce que vous avez l'impression, Dr Songo, que ce projet pourrait être adopté à l'unisson. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la communauté n'arrive même pas à se trouver une monnaie commune, par exemple. Déjà, il n'y a pas que la CEMAC qui n'y arrive pas. En CEDEAO, également, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'unisson, justement, on aura un projet adopté par ces différents présidents? Rappelons qu'au sein de ces présidents, il y en a quand même qui donnent l'impression d'être des souverainistes. Maintenant, à côté, il y en a qui tiennent le même discours en ce qui concerne la question du franc CFA. On a vu le président congolais de Brazzaville, par exemple, Sassou Nguesso, qui a lourdement critiqué le franc CFA lors de la visite d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que cela est suffisant pour se dire qu'à l'unisson, justement, nous aurons un projet totalement solide? Parce qu'après tout, Dr Songo, comment comprendre qu'après autant d'années, que tout le monde, même un enfant de la maternelle aujourd'hui, sait que le franc CFA n'est pas la bénédiction de l'Afrique, encore moins de cette zone CEMAC, mais qu'on n'arrive pas à en sortir et qu'on soit encore en train de parler, comme qui dirait le docteur Yamtimba, des opportunités pour en sortir? Oui, je vous ai parlé, n'est-ce pas, ici, de ce problème du consensus qui caractérise le fonctionnement d'une organisation d'intégration sous-régionale. Oui. C'est ce consensus-là qui fait en sorte que les décisions soient prises. Lorsqu'il y a une décision à prendre, la méthode, c'est le consensus. Lorsqu'il y a un État qui est contre, le projet est bloqué. Et je vous ai pris l'exemple de l'écho du côté de la CEDEAO, qui est aujourd'hui coffré parce que certains États n'ont pas trouvé nécessaire de l'encourager parce que c'était un camouflage, ce n'était pas une réforme qui devait se faire du point de vue nominal. On était plutôt là dans une agitation de surface. Ramenez donc du côté de la CEMAC, c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Et je vous ai indiqué tout le pessimisme qui était le mien en disant que c'est un projet, certes, qui reste d'actualité, qui reste salvateur, qui reste à encourager aujourd'hui du côté de la CEMAC, mais qui risque d'être plombé à cause de ce que j'appelle souvent les intérêts égoïstes nationaux de certains dirigeants africains qui n'ont pas compris que le contexte d'aujourd'hui n'est plus le contexte de 1960, n'est plus le contexte de la France-Afrique où les présidents devraient travailler pour leurs propres intérêts, pour leur propre famille et satisfaire la métropole, mais plutôt travailler pour l'intérêt des peuples et l'intérêt du continent. Voilà l'enjeu aujourd'hui. Donc, il est important pour nous de dire à ces mauvais élèves de la CEMAC qui ont souvent brillé par leur droit de veto face aux grands projets communautaires, d'accompagner, de porter ce projet-là, de ne pas se limiter, n'est-ce pas, au niveau de la personne. Parce que peut-être certains diront que pourquoi est-ce que c'est Touadéra? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit mener ce projet? Pourquoi? Ce problème de leadership qui revient encore une fois de plus et qui a longtemps empêché, annihilé le processus d'intégration doit s'arrêter. Donc, ce n'est que normal que vous posez ce problème, n'est-ce pas, de la méfiance, ce problème de la volonté politique de tous ces États-là. Il est important que tous ces États-là se mettent ensemble pour porter ce projet. Pour revenir maintenant sur Faustin Archange Touadéra, je vous ai dit ici que je ne sais pas si c'est la coïncidence ou c'est une chance pour lui. Oui. Vous savez que c'est quelqu'un qui est engagé depuis un certain temps à la libération de son pays. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui engagé
dans un combat qui consiste à libérer son pays et à rendre la richesse de son pays aux populations centrafricaines. Et vous savez que l'habitude le combat de la souveraineté, ce n'est pas un combat qui reste nuageux, ce n'est pas un combat qui reste abstrait, c'est un combat qui passe par l'implémentation des actes concrets pris dans des situations elles-mêmes concrètes. Il se trouve donc que le président Touadéra aujourd'hui implémente depuis son deuxième mandat à la tête de ce pays-là des actes qui concourent à rendre la souveraineté centrafricaine aux Centrafricains et qui, du point de vue des intérêts, met mal à l'aise certains bailleurs de fonds, met en difficulté certaines puissances occidentales et aussi et surtout certains endocolons intérieurs. Parce qu'à l'intérieur même du continent africain, à l'intérieur de la Centrafrique, il existe des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que le professeur Touadéra est en train de faire. Parce que ce qu'il est en train de faire va couper, n'est-ce pas, le lien de leurs intérêts. Parce qu'ils ont des intérêts particuliers qui se trouvent dans ce phénomène de la France-Afrique. Donc, pour dire que quoi? Le professeur Akash Touadéra aujourd'hui peut, je ne vais pas dire qu'il peut utiliser parce que là, ça sera comme si c'est un aspect politique. Oui. Aujourd'hui, cette action que le président Touadéra est en train de mener va donc catalyser ou alors peut jouer à sa faveur compte tenu, n'est-ce pas, des échéances électorales qui sont en train d'être convoquées dans ce pays-là. Parce que vous savez qu'il a le projet de réécrire la constitution centrafricaine. Il ne faut pas parler de la révision de la constitution, non. Du côté de la Centrafrique, il s'agit de la réécriture de la constitution centrafricaine. Du côté du Mali, il s'agit de la réécriture de la constitution malienne. Parce que je vous dis que on écrit une constitution dans deux hypothèses. Lorsqu'il y a création d'un État nouveau et lorsqu'il y a refondation et restructuration d'un État. Du côté de la Centrafrique, du côté du Mali, nous sommes en pleine restructuration, refondation des États et cela passe indubitablement par la réécriture souveraine de la Constitution. Parce que ces constitutions n'avaient pas été écrites par les Africains. Ces constitutions sont des constitutions qui nous avaient été imposées, des constitutions qui recelaient des clauses qui empêchaient les présidents africains de se mouvoir économiquement et politiquement, les présidents africains de développer leur pays. Donc voilà les enjeux aujourd'hui. Le président Touadéra est dans une situation de libérateur. Il est dans une situation de libérateur que les pays africains, les pays de la sous-région CEMAC doivent capitaliser, doivent accompagner, doivent encourager parce que si la Centrafrique se libère, c'est toute la sous-région qui va se libérer. Il ne faudrait donc pas que, au même moment que Touadéra est en train de mener un combat de libération, ou alors majoritairement abordé lors d'un sommet des chefs d'État de la sous-région. Maintenant, peut-être que en cette année 2023, les choses sont un peu plus corsées que les autres années. Maintenant, il va sans dire que le président Faustin Archange Touadéra représente aujourd'hui une sorte de renouveau pour peut-être la sous-région. Après la mandature du président camerounais Paul Biya, l'on s'attend à une mandature un peu plus dynamique en ce que l'on voit en ce président Faustin Archange Touadéra, celui qui bien sûr veut changer les choses sur son territoire. Alors s'il veut les changer sur son territoire, pourquoi est-ce qu'il mettrait de côté la sous-région si jamais celle-ci
montre d'une importance capitale. Pourquoi je le dis? Parce que les différents pays devraient pouvoir justement échanger entre eux. Et tout à l'heure, nous parlions du fait que tous les pays de la sous-région fabriquent et produisent les mêmes choses. Et malheureusement, il y a cette question épineuse également de l'industrialisation sur pratiquement tous les territoires. La question de la monnaie ou alors du franc CFA est-elle un échappatoire au développement ou alors le bouc émissaire, ou encore, si jamais elle était posée, elle serait l'ouverture propice pour une industrialisation, cette fois-ci justement, de la sous-région? Oui, moi je pense que cette monnaie-là serait une ouverture parce que ce serait une monnaie souveraine, ce serait une monnaie qui va permettre aux États de la CEMAC de respirer. Oui. D'abord parce que aujourd'hui, avec le franc CFA, les États de la CEMAC ne respirent pas. Les États de la CEMAC sont comprimés. Les États de la CEMAC ne peuvent rien entreprendre. Ok? Les États de la CEMAC ne peuvent rien initier de manière souveraine. Parce que lorsque vous initiez un projet, il faudrait que vous ayez des moyens pour implémenter ce projet-là. Oui. Vous voyez donc, avec la méthode du franc CFA, il était impossible pour ces pays-là de penser des projets d'industrialisation, des projets de libération, des projets de développement. Aujourd'hui donc, avec l'ouverture du Bitcoin, s'il arrive que ces pays-là s'orientent majoritairement vers cette monnaie-là, il y aura une sorte d'essoufflement. Ces pays-là vont souffler et cette situation-là va faire en sorte que ces différents pays-là, désormais, développent, initient des projets d'industrialisation, des projets ancrés sur l'agriculture, des projets ancrés sur l'électrification du continent africain. Parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le développement n'est pas quelque chose qui se décrète. Le problème de l'Afrique aujourd'hui n'est pas souvent, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le problème du développement ou le problème du sous-développement. Non! Il ne s'agit pas de ça. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème de rapport de force. C'est un problème de création des conditions de développement. Okay. Parce qu'un enfant qui naît ne se pose pas le problème de savoir s'il va se développer ou ne va pas se développer. Si les conditions sont propices, l'enfant qui naît grandit directement. Parce que les conditions sont propices à sa croissance, à son développement. C'est la même situation avec les pays africains aujourd'hui. Est-ce que à l'intérieur de l'Afrique, il existe les conditions capables aujourd'hui de déclencher le développement? La question, c'est non. La réponse, c'est non. Oui. Parce que les conditions de développement du continent africain ont été enterrées dans les accords lyonnais, ont été enterrées dans la monnaie qui leur a été imposée, et ont été enterrés dans cette façon des relations que nous sommes en train de voir aujourd'hui entre le bloc occidental et les pays africains. Il est aujourd'hui question de faire table rase de tout cela à l'effet d'instaurer des conditions qui vont permettre aux pays africains et fondamentalement aux pays de la sous-région CEMAC de se développer. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, si ces conditions-là ne sont pas propices, les pays africains ne vont jamais se développer. C'est pour cela que je parle que le problème est celui du rapport de force. Si le problème n'est pas du développement, ou n'est pas celui du développement ou du sous-développement, il est davantage celui du rapport de force. Et le rapport de force, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, n'est pas nuageux, ne se décrète pas, c'est les actes. Et l'un de ces actes-là, c'est la sortie du franc CFA, c'est la prise courageuse de décision de ces États-là de sortir du franc CFA. Il faudrait qu'ils soient courageux, il faudrait qu'ils osent, il faudrait qu'ils montrent à l'autre qui pense qu'ils sont des éternels enfants, qu'ils ont désormais la soif de se libérer. Ce n'est que de cette façon que l'autre va prendre acte de cette situation et va le libérer. Mais si on pense que les pays occidentaux, à un certain moment donné,
vont, n'est-ce pas, se soucier du continent africain, vont se mettre ensemble sur une table pour dire qu'aujourd'hui, nous donnons la liberté, nous remettons la liberté aux pays africains, c'est un leurre. Cela ne va jamais arriver parce que nous sommes dans les relations internationales, nous sommes dans une scène où seul prévaut l'intérêt national des États. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de philanthropie, il n'y a pas de générosité. Seul compte les intérêts de chaque peuple. Et la maximisation de cet intérêt-là passe souvent par la capacité à impulser, à implémenter un rapport de force dissuasif qui va permettre à ce que votre intérêt national égoïste soit respecté et respectable sur la scène internationale. Merci infiniment, Dr Songo, pour votre analyse et expertise apportée ce matin dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Avec vous, l'on retient que les différents pays africains de la zone CEMAC qui utilisent le franc CFA sont inexistants sur le plan économique et commercial dans le monde. L'on retient également qu'avec le franc CFA, dommage, les pays africains peinent à penser développement. Parce que déjà, il faut le rappeler, lorsque les différents pays africains le pensent, il y a cette même main française qui se positionne entre ce développement et les pays africains. Quoique, à des moments, certains analystes et observateurs, peut-être avertis ou pas, ont estimé qu'il s'agissait d'une sorte de fuite en avant, en se disant à chaque fois, on va pointer du doigt le franc CFA, pointer du doigt la France, et qu'en est-il de la corruption? Qu'en est-il, par exemple, des détournements? En ce qui concerne justement le développement, l'industrialisation, on n'arrêtera jamais d'en parler tant que l'Afrique, bien sûr, n'aura pas atteint ce seuil. Que répondez-vous à ces différents observateurs, docteur Songo? Oui, vous faites très bien de poser cette problématique-là pour dire que en réalité, vous n'allez pas dire que si c'était pas le franc CFA, il n'y aurait pas de détournement? Non, il y a aussi la responsabilité des pays, des présidents africains, la responsabilité des Africains qu'il faut toujours convoquer et mettre en exergue lorsque nous analysons le problème du continent africain aujourd'hui. Le combat panafricain ne portera ses fruits que si nous avons un peuple intègre, un peuple conscient des enjeux du continent. Et ce n'est que normal que les mécanismes ou alors les phénomènes tels que la corruption, tels que les détournements de fonds, tels que le népotisme, tels que le favoritisme soient aujourd'hui des fléaux à combattre, des fléaux à dénoncer. Parce que dans tous nos États africains aujourd'hui, et fondamentalement dans cette sous-région de la CEMAC qui fait l'objet de notre exploration et d'analyse ce soir, tous ces États-là se caractérisent par ces fléaux-là. La corruption. Lorsqu'on fait par exemple la classification des pays les plus corrompus au monde, vous voyez que les pays de l'Afrique subsaharienne caracolent les premières positions. Et ce problème-là est un mal qui retarde le développement du continent africain aujourd'hui. Ça veut dire que quoi? Même si aujourd'hui, le blanc ou alors les Français et les puissances occidentales décident de laisser l'Afrique aux Africains, je vous ai dit qu'il va naître d'autres problèmes auxquels les Africains eux-mêmes seront confrontés. Donc il existe plusieurs pôles de front. Au même titre que nous fustigeons la mentalité, la méthode des puissances coloniales vis-à-vis des pays africains, nous fustigeons également ces prédateurs africains, ces endo-africains, ces ennemis de l'Afrique. Il y a même un livre qui a été, n'est-ce pas, publié là-dessus. Les ennemis des Africains, c'est les Africains. Comme pour dire que c'est des personnes qui ne travaillent pas pour le développement de l'Afrique. Une personne qui détourne par exemple 50 milliards, c'est pour en faire quoi? Lorsqu'on sait que 1 milliard c'est 1000 millions, vous allez faire quoi avec 50 milliards? Ça veut dire que du point de vue même
de la mentalité de cet individu qui détourne 50 milliards, il n'est pas équilibré. Il faut donc qu'un travail de fond soit également effectué au niveau de la conscience, au niveau de la sensibilisation. C'est pour cela que je parle souvent de la désoccidentalisation des Africains. Les Africains doivent comprendre que l'anthropologie des Africains, de l'Afrique, n'est pas onéreuse, n'est pas matérielle. L'Africain, pour être heureux, n'a pas besoin des voitures, n'a pas besoin des villas. L'Africain, pour être heureux, a tout simplement besoin de l'amour, de l'hospitalité, de la concorde, de voir son frère aussi en santé, de voir son frère aussi en vie. Ce sont ces valeurs-là qu'on doit, n'est-ce pas, restaurer. Ce sont ces valeurs qui ont fui, qui ont, n'est-ce pas, disparu dans la cosmogonie africaine et qui font en sorte qu'aujourd'hui, les Africains se caractérisent par une culture, une anthropologie occidentale qui fait en sorte que pour être respecté dans la société, il faudrait que dans mon compte bancaire, que j'ai 50 milliards, dans mon parking, que j'ai 5 voitures, 10 voitures, etc., etc. Il faut sortir de ce paradigme-là pour dire que l'intérêt du continent africain aujourd'hui, la libération du continent africain aujourd'hui passe également par l'affranchissement de ce genre d'attitude. Bien évidemment, je suis d'avis avec vous du fait que les pesanteurs de l'évolution du continent africain sont majoritairement aussi liées à ces pratiques telles que la corruption, le népotisme, le détournement, ces choses qui ne caractérisent pas l'Afrique, ces choses qui nous ont été imposées et auxquelles nous restons encreboutés, comme si sans ces choses-là, nous ne pouvons pas vivre. Donc il est aujourd'hui question pour la victoire du combat panafricain de se délier de tous ces liens-là, de tout ce qui annihile, tout ce qui permet à ce que le continent africain ne se développe pas aujourd'hui. Sur le plan politique, nous avons le système politique, la démocratie. Sur le plan économique, nous avons nos matières premières qui doivent revenir aux Africains. On doit dénoncer le principe de la division internationale du travail. Sur le plan culturel, on doit revêtir, restaurer notre spiritualité, notre culture. Ce n'est que de cette façon que le continent africain se libérera, n'est-ce pas, du joug d'exploitation du bloc occidental. Merci infiniment, Dr Songo. Je rappelle que vous êtes politologue et internationaliste et vous étiez l'invité de cette émission. Et sous votre regard panafricain, nous avons posé les différentes interrogations qui ont meublé ce programme. Le 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC aura lieu le 17 mars 2023. Sur la table, la question du franc CFA sera-t-elle posée en ce qu'elle permettra une suppression ou alors une sortie de cette monnaie, ou encore parlerons-nous d'évolution? Maintenant, si l'on parlait d'évolution, dans quel sens? On a essayé d'étayer la question avec vous sur ce plateau. Je n'oublierai pas de rappeler également que nous avons mentionné la question des crypto-monnaies du côté de la République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra qui arrive et prendra donc le témoin entre les mains du président camerounais Paul Biya. Viendra-t-il impulser cette politique des crypto-monnaies qui prendra peut-être la place ou alors répondra à la question, à la problématique franc CFA dans la sous-région? Des interrogations auxquelles vous avez pu apporter des éléments de réponse. Merci en tout cas à vous et nous nous donnons rendez-vous lundi prochain certainement. À vous qui nous avez reçus chez vous, c'était un plaisir de vous servir. Vous pouvez écouter notre radio via notre fréquence 96.3 FM, sans oublier que vous nous regardez et nous écouter sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube, For You Media Africa, via l'application également téléchargeable sur Play Store, sans oublier évidemment